Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour. Bonjour. Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour Valérie. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Et vous êtes, vous avez été ancien agriculteur vous-même et ancien député, voilà. Et Marie-Ève Malouine, bonjour, journaliste politique. On va revenir sur ce qui s'est passé hier au Sénat avec Rachida Dati qui s'est exprimée à propos de l'humoriste Merwan Benlazar qui ne sera plus à l'écran sur France Télévisions. Elle répondait à Nathalie Goulet, la sénatrice qui l'interpellait sur cette affaire. On va y revenir. La grogne des auto-entrepreneurs, on l'a évoqué ici, mais le sujet est en train de monter puisque vous savez qu'ils devront payer la TVA, donc 20% sur un montant qui était inférieur auparavant. Je vais y revenir tout à l'heure. 35 000 et à partir de 25 000. Voilà, et pour ça. Les autres, ceux qui vendent des objets ou voilà. Il y a la différence entre quand vous vendez quelque chose de physique et quand vous vendez un service. Voilà. On va y revenir. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, mais commençons avec vous, Arnaud. Oui, j'ai un coup de cœur pour Pierre Urmic. Le maire de Bordeaux. Une fois n'est pas coutume. Exactement. Mais parce que il n'est jamais trop tard pour découvrir le réel. Et Pierre Urmic nous a fait quand même une saison fantastique puisque en novembre, il décidait de réarmer une partie de sa police, s'apercevant qu'il y avait un certain nombre de problèmes dans cette ville, aux surprises. Et là, on apprend hier que Pierre Urmic va remettre l'éclairage public jusqu'à 2h30 du matin dans la ville de Bordeaux pour répondre, je cite, au sentiment d'insécurité. Ah. Voilà. Donc il faut une lumière. Exactement. Donc peut-être que ça ne satisfera pas les punks à chiens, les toughers et autres joueuses de djembé en pantalon violet, mais il n'en demeure pas moins que il y avait des vrais problèmes d'insécurité, notamment autour du port. Il y a un port avec à Bordeaux avec un certain nombre d'établissements de nuit et il y avait beaucoup d'agressions, beaucoup de règlements de compte, souvent liés à la drogue ou à l'alcool, et que ça devenait insupportable. Mais on se souviendra quand même que Bordeaux, c'était il y a encore 15 ans le rêve. Les gens voulaient quitter Paris pour aller habiter à Bordeaux, cette ville de taille humaine, parce que calme, Bordeaux a eu de grands-mères aussi. Voilà, et qui en plus avait la particularité pour les Parisiens d'avoir quasiment le même concepteur, puisque c'était le baron Haussmann qui avait travaillé à la modernisation de Bordeaux. Donc pour les Parisiens, nous n'étions pas complètement en territoire inconnu. Et puis patatras. En quelques années, avec l'arrivée des Verts, y compris dans toute la région, dans des villes comme Lyon ou dans des villes comme Grenoble, la situation s'est très largement détériorée. Et aujourd'hui, écoutez, le maire qui refusait les arbres de Noël parce que c'était des arbres morts est obligé d'armer sa police, de réallumer les lumières dans la ville. On va retrouver un peu de sens commun. On attend quand même les élections municipales avec beaucoup d'impatience. J'imagine du côté de Bordeaux. Non, je sais, les gens peuvent se satisfaire de peu. Voilà, mais enfin bon, j'ai quand même souvenir qu'il y avait une très belle ville qui est la ville d'Arles, qui finalement, au bout d'un moment, avait quand même compris que l'expérience de la police non armée, des associations payées à rien faire, etc. Ça suffisait, et je crois que votre ancien confrère des Racines et des Ailes, qui est devenu maire d'Arles, a fait un très bon travail, et je pense qu'il est un exemple. Ça fait réagir Jean-Baptiste. Oui, parce que Bordeaux, c'est ma capitale régionale. En tant que Creusois, j'appartiens à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. C'est un peu curieux comme découpage. Oui, c'est assez curieux, effectivement. Je suis plus vite arrivé à Paris qu'à Bordeaux, mais c'est un autre sujet. Mais oui, c'est tout la confrontation de l'idéologie au réel. On se rend compte que finalement, quand on se confronte au réel, l'idéologie, elle a peu plus sa place, quoi, et qu'il faut réagir en fonction. Et effectivement, Bordeaux. Et je voudrais avoir une pensée, justement, parce que vous parlez de Bordeaux, pour Nicolas Florian, qui est décédé il y a une semaine, et qui a été maire de Bordeaux suite à l'arrêt d'Alain Juppé, avec Jacques Chaban-Delmas, évidemment, qui a mis Bordeaux sur les rails. C'est le créateur de Bordeaux tel qu'on la connaît aujourd'hui, et qui est une ville magnifique qui devient inhabitable
à cause de l'insécurité et à cause des tarifs aussi, parce que les tarifs à Bordeaux, ça devient, ça fait déjà une dizaine d'années où c'est excessivement cher et du coup enfin voilà, c'est la métropolisation de la France globalement qui fait que les gens travaillent à Bordeaux mais n'ont plus les moyens d'habiter sur Bordeaux. Mais c'est un autre sujet, mais effectivement c'est intéressant de voir que voilà, même l'extrême gauche, quand elle se confronte au réel, elle se rend compte que son idéologie elle colle plus en fait. Ouais. Voilà. Marie-Ève Malouine, ça vous fait réagir aussi? Oui, deux choses sur Bordeaux parce que je suis d'origine bordelaise et donc il faut quand même dire qu'Alain Juppé a nettement réveillé Bordeaux, puisque les derniers mandats de Jacques Chaban-Delmas, ça s'était un peu endormi, la ville était devenue toute noire et c'est Alain Juppé vraiment qui a réveillé Bordeaux et qui a mis beaucoup d'infrastructures et beaucoup de passion dans cette ville. Deuxième chose sur le maire de Grenoble, je sais aussi qu'il admet qu'il répond à un sentiment. Oui. Et répondre à un sentiment, c'est l'essentiel de la politique. Parce que la politique, on ne dit pas aux gens, vous avez tort, les chiffres prouvent que vous avez tort. Le sentiment d'insécurité, on le résout pas en disant, il y en a pas. Parce qu'il y a des chiffres, c'est arrivé à un ancien Premier ministre, et donc on l'a aujourd'hui sur le sentiment de submersion, qui est ce terme qui est énormément reproché à François Bayrou. Or, la politique, c'est répondre à un sentiment sans l'entretenir, mais au moins sans le contester, puisque un sentiment, c'est ce que ressentent les gens et c'est ce qui motive les relations dans la société. Sinon, peut-être que sur la sécurité, le sentiment est conforté par les chiffres. À l'époque, pour Jospin, ça l'était pas. Justement, les chiffres disaient qu'il n'y avait pas d'insécurité. Aujourd'hui, oui. Il le fait parce que ça coûte de l'argent à la ville d'allumer la lumière. Et toutes ces villes qui ont été quand même des villes emblématiques de notre pays, que ce soit Lyon, que ce soit Grenoble, Bordeaux, sont complètement mises à l'arrêt par des idéologues qui semblent ne pas vivre sur la même planète que nous. Parce que je sais pas... typiquement, Karine Petit, maire du 14e. On va rajouter Paris dans la liste. Oui, mais si vous voyez sa réaction au meurtre du jeune Elias, vous vous dites, mais c'est pas possible en fait. Vous avez le sentiment, pour le coup, qu'on est dans une autre dimension. Expliquer qu'il faut faire des réunions, que tout ça n'est qu'un sentiment d'insécurité. Vous vous dites, bon bah là... Oui, qu'elle comprend pas vu les investissements qui ont été faits dans les équipements scolaires. Enfin, il y a juste un truc qu'il faut dire, c'est que oui, c'est vrai, Alain Juppé a fait beaucoup de choses, mais aussi Alain Juppé a participé à la métropolisation de Bordeaux. Il a participé aussi à la boboisation de Bordeaux. Et finalement, il a installé un électorat qui l'a viré et qui a installé les Verts. Parce que c'est ça la réalité. Mais on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ou d'accord, Valérie Expert. Avec vous pour commenter l'actualité, avec Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur et ancien député, et Marie-Ève Malouine, vous êtes journaliste politique. On va revenir sur l'affaire Merwan Benlazar, qui est cet humoriste qui était apparu sur les écrans de l'émission C'est à vous et qui avait provoqué pas mal de réactions. Alors, est-ce que c'est la tenue qui a posé problème au départ? Et ensuite, certains sont allés fouiller dans ses tweets et on s'est rendu compte qu'il était pro-charia, Quelle surprise! Anti-musulman, anti-femme, pardon, enfin, que les femmes devaient rester à la maison. Et donc, hier, Rachida Dati s'est exprimée, on va en reparler, s'est exprimée au Sénat, la grogne des auto-entrepreneurs qui vont prendre 20% de TVA à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires. Faut-il taxer les petits colis des grandes plateformes chinoises? Bref, des taxes. Et on continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Marie-Ève Malouine, c'est un coup de cœur que je partage. Oui, j'avais envie d'être positive parce que je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que toujours ça va s'arranger. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un accident de car scolaire le 30 janvier dernier avec une adolescente de 15 ans qui est décédée dans cet accident et le conducteur avait consommé du cannabis. Mais aussitôt, il y a eu une réaction et donc des contrôles, 9000 contrôles de conducteurs de cars scolaires. Et donc, ça a été suivi des faits. Et sur les 9000 contrôles, il y a 49 positifs, 44 aux stupéfiants et 5 à l'alcoolémie. Et donc, poursuite engagée immédiate, suspension des permis en attendant le jugement. Et puis, d'autres contrôles vont suivre. Et je trouve que, pour une fois, on a un accident qui était vraiment attristant de voir une jeune fille de 15 ans perdre la vie comme ça. Et qu'il y a eu une réaction et que
immédiatement et que donc on va en tirer les enseignements. Et pour une fois, je trouve que c'est positif parce qu'on se plaint tellement souvent de dire il se passe ceci, le jeune Elias, il se passe rien. Bah là, il y a eu une réaction de l'État et ça fonctionne. Mais il faudrait que ce soit plus régulier. Il va y en avoir d'autres. Il y en a eu 9000 et il y en aura d'autres. Et donc on peut imaginer aussi que les mairies puissent le mettre en place, puisque ce sont des conducteurs qui souvent dépendent des mairies. Voire même là-dessus, des mairies ou des régions. Sur les transports scolaires, ça dépend des conseils régionaux la plupart du temps. Et ça serait pas choquant de voir des anti-démarrages sur les bus scolaires, notamment. Pour démarrer, d'être obligé justement de souffler et de contrôler l'alcoolémie systématiquement. Enfin, moi, les stupéfiants aussi. Il y a plus de stupéfiants que d'alcoolémie. C'est plus compliqué de mettre des tests pour le coup. Oui, l'alcoolisme, ça marche, ça fonctionne, ça existe comme technologie. Il faut qu'il y ait des contrôles inopinés. Mais bon, c'est hélas pas d'aujourd'hui. J'étais au lycée il y a longtemps et je me souviens très bien qu'on avait un chauffeur de bus où on savait systématiquement qu'il était bourré quand il prenait le volant. Enfin, voilà, mais à l'époque, il y avait c'était une autre époque, comme on dit, il y avait peut-être plus de tolérance sur ce type de. Mais c'est compliqué. Il aurait pu nous tuer tout pareil qu'aujourd'hui. Bien sûr. Mais il faudrait des contrôles inopinés. Mais qui va faire les contrôles qui fait ces contrôles sont les gendarmes. Là, pour l'instant, je pense, puisque ça vient de l'État, mais ça peut être aussi comme vous le disiez, les conseils régionaux, et puis aussi, je pense ce qui est choquant, c'est de dire aussi qu'un conducteur de car scolaire fume un joint de cannabis sans imaginer que ça aura des conséquences et qu'il met des vies en danger. C'est des prestataires privés, donc on peut peut-être aussi obliger ces prestataires privés qui interviennent pour la puissance publique dans les transports scolaires à faire des contrôles réguliers auprès de leur personnel. Oui, puis ça peut être dans le cahier des charges. Bien sûr. Il y a des cahiers des charges très pointilleux sur les prestataires, ça peut être indiqué. Très pointilleux, mais jamais sur les choses essentielles. Mais oui, bien sûr, mais il n'en demeure pas moins qu'on nous sommes les champions du monde de la norme, des contrats extrêmement pointilleux. Je pense que ça peut être rajouté. C'est une mesure quasiment de salubrité publique. Oui, mais c'est encore une fois, faut le faire. Il faut qu'il y ait ces contrôles qui soient faits. On va réussir à casser. On va en parler tout à l'heure. On va réussir à casser les pieds aux auto-entrepreneurs en leur mettant 25 000 de comment ça s'appelle de plafond et en même temps on n'est pas capable de demander à des gens qui ont charge d'âme de pas être défoncés au volant. Enfin, il faut être sérieux. Mais moi je partage vraiment le coup de cœur de Marie-Ève parce qu'en réalité pour une fois c'est vrai. Un drame n'a pas été suivi de débats incessants. Il y a eu quelque chose de concret a été fait, une décision a été prise, et ça, je trouve que c'est plutôt, ça donne un peu d'espérance en tout cas. Alors, Alexandra, vous voulez, on reste dans le domaine du transport, enfin pas du transport, de l'école, pas vraiment. Au contraire, pardon. Ouais. Toujours un drame de la violence quotidienne. Un élève de première qui était scolarisé au lycée Saint-Gabriel de Bagneux a été poignardé dans l'enceinte de son établissement par un autre élève de 20 ans inscrit en BTS. Voilà. Alors la victime a été transportée dans un état Parlez bien dans le micro, à l'hôpital. Et je suis assez désespérée en réalité de cette violence qui gangrène l'école et dans une impuissance totale. Chaque jour nous apporte son lot de faits divers tragiques. Je pense qu'il est vraiment temps de s'attaquer à ce problème qui va nous dépasser en réalité. On est à minuit moins une de l'effondrement de notre école qui est complètement gangrénée par cette violence et je trouve terrible que finalement on finisse par s'y habituer un petit peu. Ouais. Bah oui. Quand vous êtes père de famille, vous vous habituez moyen. Non mais c'est une provocation. Surtout comment l'élève a rentré le couteau dans l'école, ça devrait déjà pas être possible. C'est un établissement privé en plus, non ? C'est un établissement privé. Mais quand vous voyez par exemple que à chaque fois que vous proposez des mesures de sécurité dans les lycées, typiquement des caméras de sécurité, des portiques. Quand nous à la région, nous avons créé les brigades régionales de sécurité, qui sont vraiment formidables et plébiscitées par les proviseurs, par les équipes pédagogiques. Quand vous voyez le tollé que ça provoque chez les idéologues, vous comprenez que tant qu'on n'aura pas les idéologues, c'est les parents. Non, c'est ce qui vous intéresse, c'est les parents. Non, ce ne sont pas les parents. Qu'est-ce que vous en avez à faire que les idéologues qui restent chez eux, je veux dire, qui restent certains syndicats de parents d'élèves, je pense, Paris 8, sont pas loin de l'idéologie quand même, pour les avoir fréquentés. On est bien d'accord, malheureusement. Ouais. Mais donc, il faudrait faire quoi ? Déjà, il faut une justice des mineurs qui fonctionne.
Pardon, mais il faut sortir de ce fantasme du mineur qui n'en est plus, un. Il a 20 ans, en BTS, il avait pris son temps quand même. Non, 20 ans BTS, c'est bon. Non, 20 ans, je trouve injuste. Là. Sur la justice des mineurs, le premier sujet, c'est la rapidité. Quand des gamins de 13-14 ans commettent un acte qui est un délit, il faut que la sanction arrive tout de suite. Parce que sinon, on le voit que ça dure quelques mois, il a le temps d'en commettre d'autres et ça entretient ce sentiment de j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire, mais il ne m'est rien arrivé, au contraire. Et d'impunité totale. J'ai vu les policiers, les gendarmes, et jouer les matamors. Et c'est là aussi parce que faut pas oublier que ça concerne des mineurs, c'est-à-dire des enfants qui se croient invulnérables, qui font pas le lien entre le fait qu'ils ont un couteau et qu'ils le plantent dans la poitrine de quelqu'un. C'est un jeune homme de 20 ans. Oui, mais on l'a vu, c'est de plus en plus jeune, qu'on voyait des gamins de 13-14 ans qui exécutent à la Kalachnikov des gens. On se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne se mesure pas dans leur cerveau, dans leur éducation. Donc il faut que dès le départ, on sanctionne. L'ensauvagement de la société n'est pas un sentiment. Non, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre dès la première fois et que non, c'est au-delà de l'école. Mais l'école est le réceptacle de cette violence qui gangrène la société. Donc l'école va pas tout résoudre toute seule. C'est pas en ce moment, Bruno Retailleau est en train de présenter son programme pour lutter contre la drogue. Et au même moment, il y a le président colombien qui dit que la drogue c'est pas plus grave que le whisky, c'est moins dangereux que le whisky. Et qu'il faut autoriser la cocaïne parce que comme ça, ce sera plus illégal et donc ce sera. La cocaïne est moins dangereuse que le whisky. Et donc ça lui rapporte de l'argent. C'est bien, donc... Faut-il vraiment commenter? Absolument, non, mais je vois ça passer. Et ça se passe comment la lutte contre les narcos en Colombie en ce moment? Je sais pas, mais on n'y est visiblement pas. Alors, vous êtes dans votre couloir de nage, comme on dit, Jean-Baptiste. Je suis pas très original dans les thématiques. Non, c'est un coup de cœur pour l'ouverture du salon de l'agriculture qui interviendra dans moins de 15 jours maintenant. À la fois un coup de cœur et un appel à la méfiance parce que on se souvient du salon de l'agriculture l'année dernière qui a été très très tendu, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une première journée très compliquée pour le président de la République, où on a été obligé de fermer le hall 1 avec des violences qui en plus ne servent pas la cause agricole qu'elles étaient prétendues servir globalement, mais faut comprendre aussi ce sentiment de colère et de frustration qui est dans le monde agricole et je dis qui est parce que je suis pas sûr qu'on ait résolu grand chose des causes des grandes manifestations de l'année dernière. Il y a eu des choses de fait incontestablement par les différents ministres de l'agriculture depuis un an, parce qu'on en a eu deux, 3 si on calcule qu'il y avait Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher qui étaient tous les deux ministres de l'agriculture pendant un temps, puis Annie Genevard. Il y a eu des choses de fait. Il faut pas dire que rien n'a été fait sur la simplification des normes. Il y a la loi au Sénat Duplon qui aussi revient sur cette simplification et qui augmente le nombre de simplifications de façon parfois un peu caricaturale à mon avis et parfois pas très productive voire contre-productive, mais c'est un autre débat. Mais concrètement, je suis pas sûr que les agriculteurs dans leur cours de ferme aient vu arriver grand-chose, que ce soit d'un point de vue de revenus, avec une année climatique catastrophique pour eux. Il y a eu des rendements, notamment en céréales, qui ont été absolument catastrophiques au cours de l'année. Il y a eu des mesures de prise par la ministre de l'Agriculture, notamment sur des prêts de trésorerie, sur des choses comme ça. Donc, on peut pas dire que l'État n'a rien fait, mais c'est une problématique très complexe aujourd'hui. Pour résoudre les problématiques de l'agriculture, c'est pas. Donc vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien, en gros, ils n'ont pas vu de changement et que donc le salon va être mouvementé. Oui, puis la dissolution a aussi, retardé un certain nombre de lois. Le projet de loi d'orientation agricole est juste arrivé en débat aujourd'hui, revient juste en débat, alors qu'il aurait dû être adopté avant l'été dernier. Donc voilà, il est possible qu'il y ait encore de l'attention sur ce salon d'agriculture. J'espère moins violent que la dernière fois, mais il va pas falloir s'étonner que les politiques soient un peu prises à partie, quels qu'ils soient, lors de ce salon d'agriculture, parce que la colère, elle est encore présente dans les campagnes. Moi, j'y suis confronté tous les jours quasiment, et les revenus des agriculteurs est toujours en berne. Il faut une réforme complète de la politique agricole commune. Sur la loi d'orientation, il fallait la muscler avec des outils de portage de foncier de capital. Je vais pas rentrer dans le détail parce que, à part nos amis agriculteurs qui nous écoutent, les autres vont pas comprendre grand-chose, mais il y a besoin de réforme de fond et pas de mesurettes aujourd'hui si on veut préserver une agriculture française à la hauteur. Vous mettez en garde sur... Je crois que les Français sont très attentifs au sort des agriculteurs. Oui, je crois que c'est un sujet qui les concerne. Bien sûr, ils sont très attachés à leur agriculture, tous les sondages le montrent, sauf qu'il y a une espèce de schizophrénie qui fait qu'en même temps, le consommateur veut consommer des produits toujours plus sains, mais quand il les achète, il achète le moins cher, et qui sont souvent des produits d'import. Donc parfois, le monde agricole se sent bien
aimé par les consommateurs, par les citoyens, mais pas forcément aimé par le consommateur. Méprisé par les consommateurs. Allez, on marque une pause, petite pub et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Alors, il y a une polémique autour de cet humoriste Merwan Benlazar, alors qui officiait sur France Inter et qui était invité dans l'émission, enfin plus qu'invité, il devait devenir chroniqueur dans l'émission de France 5 d'Anne-Elisabeth Lemoine, C'est à vous. Il y avait un jingle, elle l'a annoncé comme quelqu'un qui devait revenir. Et puis, son look a interpellé. Alors, il a une barbe, il a un bonnet, il a un pull marron qui ressemble. Il a un look de salafiste, quoi, clairement. Il a un look de salafiste, mais la mini. Avec le bonnet, le petit bonnet. Bref. Ça a interpellé. Certains sont allés voir ses tweets et ont vu que certains d'entre eux promouvaient la charia, promouvaient également le rôle de la femme, des femmes à la maison, un certain nombre de choses pas forcément très politiquement correctes, on va dire. Et hier, la ministre de la Culture a été interpellée par Nathalie Goulet, par la sénatrice Nathalie Goulet. Écoutez. Tout d'abord, vous le savez, le recrutement des chroniqueurs, des journalistes relève du libre choix et de l'antenne et des producteurs. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible ? Non. Donc l'ARCOM n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux ? Oui. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Non mais pour conclure, moi je veux quand même dire aussi une chose. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Je vous remercie. Alors c'est là qu'il y a polémique parce que il n'aurait pas été habillé comme ça. Il serait arrivé avec une chemise, un blouson, une casquette. Personne n'aurait vraiment réagi. Donc alors Alexandra Spinner. Oui, déjà, il est coupable d'une première chose, c'est qu'il n'est pas drôle, mais c'est très fréquent sur France Inter concernant les humoristes. Voilà, mais ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. C'est la première chose. Bon. Clairement, ces tweets semblent être en adéquation avec sa tenue vestimentaire. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point-là. Alors, effectivement, sa tenue n'est pas un délit. Mais faire le choix délibéré de faire venir quelqu'un qui, quand même, joue avec l'ambiguïté de sa tenue vestimentaire, je trouve que c'est quand même assez choquant. Enfin, pour moi, ça l'est. Sur les propos de la ministre de la Culture, écoutez, je pense qu'il n'y a rien qui relève de l'outrage quand on s'interroge sur la tenue de cet humoriste, de sa barbe, de son. Il a clairement. Elle a raison sur un point. Elle a raison sur un point. Ça n'est pas un délit de s'habiller comme ça. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est quand même un message politique qui est terrible. Je suis pas d'accord. Alors, on a la neutralité du service public et le respect de la laïcité au sein du service public, quel que soit le service public. Et ça n'est pas une entrave à la laïcité, sa tenue, malheureusement. Si, c'est une tenue d'intégriste religieux. Donc à partir de ce moment-là, c'est une tenue d'intégriste religieux. Donc à partir de ce moment-là, c'est une atteinte à la laïcité et à la neutralité du service public. Je suis désolé. Si, bien sûr. C'est pas une question d'un accoutrement ou de quoi que ce soit. Alors si c'est un déguisement, soit. Mais si c'est pas un déguisement, si c'est sa façon de s'habiller, c'est la tenue d'un intégriste religieux et on n'a pas à faire de prosélytisme religieux quel qu'il soit et quelle que soit la religion au sein du service public. Ça c'est la loi et elle doit être respectée partout, que ce soit dans les pays d'allocation familiale. La loi n'interdit pas qu'un chroniqueur et c'est pas défini par la loi l'intégrisme religieux d'une tenue, en l'occurrence. Non, mais c'est pas ce que je dis. C'est la neutralité du service public. C'est de ne pas faire le prosélytisme d'une religion. Non, c'est parfait. Enfin, je pense qu'il faudrait aller au tribunal et je suis pas sûre qu'il gagne ce point-là. Ce qui est gênant dans sa tenue, c'est qu'elle revendique un positionnement et qu'elle banalise en fait
par ce look l'intolérance religieuse portée par les islamistes qui revendiquent cette tenue. Et donc, le choix d'aller chercher quelqu'un comme ça pour faire une chronique en oubliant la tenue qu'il a, en oubliant les tweets, c'est ça qui pose problème. Et ça tombe pas sous le coup de la loi. Simplement, c'est une forme d'entrisme, il faut dire le mot. C'est banaliser cette tenue comme une tenue qui apparaîtra non plus comme une tenue qui revendique un positionnement religieux, mais comme une tenue banale. C'est ça la volonté qu'il y a derrière et qui joue sur une ambiguïté qui est difficile à attaquer parce que si on attaque ça, on se fait traiter d'intolérants nous-mêmes. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est ça. Il faut quand même parler de qu'est-ce qu'a pris aux gens de cette émission de faire ça. C'est un geste en vérité. Posez-vous la question. Mais c'est un geste politique, on le sait. Oui, bien évidemment. Ce n'est pas une émission de service. Enfin, il faut quand même se remettre. Il y a un problème avec France Télévisions. Ce n'est pas une émission de service public. C'est une émission qui est produite par une entreprise privée extérieure à la chaîne, qui est donc fournisseur de contenu. Troisième œil. Voilà, troisième œil. Et qui décide politiquement, idéologiquement, de mettre ce garçon parce que pour ceux qui sont pas contents avec son look et que c'est sympa d'avoir un salafiste sur le plateau. C'est ça l'idée. On va pas dire le contraire. Et France Inter a fait la même chose. Alors là, France Inter, c'est un autre problème, parce qu'il était chroniqueur à France Inter. Et là, France Inter, c'est pas un producteur extérieur, c'est une radio de service public qui est payée par l'argent de tous les Français. Et cette personne vient. Alors c'est de la radio, on voit pas comment il est déguisé, mais en tout cas, imaginez l'inverse. Imaginez que ça soit un chroniqueur du Figaro ou de Valeurs Actuelles qui viennent faire son émission sur ce genre de truc et qu'on dise oh là 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 là, il a sorti des tweets en disant que il a cité le grand remplacement. Enfin maintenant on peut parce que comment s'appelle-t-il, Mélenchon l'a fait. Donc il a cité le grand remplacement ou il a cité je ne sais pas quel auteur ou quel un truc comme ça. Ça aurait été une levée de bouclier. La SNJ se serait réunie immédiatement pour demander des comptes, etc. La ministre aurait été interpellée aux questions du gouvernement. Là, il a été interpellé. Mais là, il est au Sénat, pas à l'Assemblée nationale, curieusement. Voilà, donc c'est un peu plus, c'est un peu plus cool. Mais c'est invraisemblable cette histoire. Et les histoires de look, imaginez l'inverse aussi. Quelqu'un qui vient en bomber, t-shirt Lonsdale avec les Doc coquets. Je pense que les gens se seraient posé des questions sur la nature du chroniqueur. Moi, je suis Alexandra Spinel. Vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire, Marie-Ève. C'est-à-dire qu'on vit dans la terreur de l'accusation du racisme. Donc tout le monde est tétanisé à l'idée de dire simplement des choses qui sont objectives. Moi, je vais souvent dans les lycées d'Île-de-France. Je rencontre beaucoup de jeunes filles qui vivent dans des territoires où la République n'a plus sa place et qui parlent de l'enfer qu'elles subissent. Précisément en raison de ces idéologies-là, les premières victimes des salafistes, c'est les musulmans, c'est personne d'autre. Oui, et ce sont aussi les femmes. Les premières victimes des salafistes, ce sont les femmes. Et le message qu'on envoie à ces jeunes filles qui essaient de se débattre, qui essaient de s'émanciper, par l'école notamment, d'amener un type comme ça, qui est rigolard, dans une tenue de salafiste, moi je trouve ça lunaire. Maintenant, que va-t-il se passer à France Inter ? Je sais pas, elle a parlé de France Télévisions, elle a pas parlé. Très bien, mais que va-t-il se passer à France Inter ? J'attends. Là, on verra ce que France Inter dit par rapport à ses engagements, parce que c'est quelqu'un qui dit que la place d'une femme est à la demeure auprès de son père. Oui. Donc j'imagine que ça peut poser des problèmes à d'autres chroniqueurs et sur la ligne globale de France Inter. Pour bien connaître la situation interne à France Inter, parce que je suis très ami avec Sophia Aram, enfin voilà, c'est un secret pour personne, mais je peux vous dire que il faut le courage de Sophia Aram pour résister aux pressions qu'elle prend en interne à France Inter, justement parce qu'elle combat ces idées-là et parce qu'elle est absolument à l'opposé de ces idées et qu'elle est stable dans son lutte contre les fanatismes et contre l'islamisme. Je peux vous dire qu'en interne à France Inter, elle est pas tous les jours heureuse et elle s'en prend plein la tête par les autres chroniqueurs de France Inter, bien souvent, y compris à l'antenne. Mais la question est, puisque Rachida Dati a évacué la question du look, c'est bien quand même le look qui a posé problème en premier. Enfin, c'est l'habillement. C'est quoi ? C'est de la télévision. Il se trouve qu'il y a un truc qui s'appelle la perception et les gens voient arriver. C'est sûr que c'est bien comme ça à la radio. Voient arriver un député du Fils sur le plateau. Il se pose des questions quand il voit son look, ça c'est sûr. Voilà. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler des auto-entrepreneurs. À tout de suite.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, c'est un sujet que nous avons évoqué hier et qui a beaucoup intéressé nos auditeurs et qui est un sujet qui est en train de monter dans l'actualité. C'est dans le projet, dans le budget, cette hausse de la TVA, enfin la baisse des exemptions, très exactement, de la TVA pour les auto-entrepreneurs. C'est une catastrophe parce que ils vont être tenus de payer la TVA à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires pour tout le monde. C'est un moyen de supprimer le statut d'auto-entrepreneur, tout simplement. Et je vais vous parler d'un vécu parce que, enfin, je le fais pas souvent, mais je vais le faire quand même. Je suis resté auto-entrepreneur 10 mois en 2023 parce que je suis consultant en affaires publiques et j'ai ma propre société. Et donc, je suis resté en auto-entreprise 10 mois. Je peux vous dire que quand vous faites un chiffre d'affaires suffisamment élevé et constant, je suis vite sorti du statut parce qu'à 26% d'URSSAF, je peux vous dire que vous pouvez brasser de l'argent, vous gagnez rien à la fin. Entre ça et l'impôt sur le revenu, vous pouvez pas déduire vos frais quand vous êtes auto-entrepreneur. Ça vous tombe dessus l'année d'après, je peux vous dire que ça fait très mal. Et donc je suis passé à un SARL à cause de ça. Et du coup, ce qui dit SARL dit TVA et autres et déduction des frais. Donc ça, mais l'auto-entreprise, c'est un bon moyen pour débuter une activité, pour voir si on peut la pérenniser par la suite. Et on va avec ce projet de loi de finances, on va supprimer le statut d'auto-entrepreneur parce que si dit 25 000 euros, vous devez faire votre déclaration de TVA, vous allez récupérer de la TVA, vous n'allez pas avoir de frais en face pour les récupérer. Et donc vous, surtout dans des services immatériels, de conseil ou autre, et donc en fait vous supprimez le statut d'auto-entrepreneur et vous supprimez la première marche pour passer de salarié à entrepreneur. Voilà, c'est tout ça. C'est dommage que nos parlementaires n'aient pas été auto-entrepreneurs à un moment de leur carrière, parce que. Et je vous parlerai même pas du rappel d'URSSAF que j'ai reçu au mois de janvier sur une entreprise qui n'existe plus, où j'ai reçu 20 000 euros alors que mon entreprise n'existe plus depuis 1 an et demi. La création d'entreprise en France, c'est la seule filière qui résiste encore un peu malgré la crise, et on lui porte un coup fatal. C'est totalement incompréhensible. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui embauchent les salariés, enfin qui ne veulent plus de salariés et qui demandent. Oui, c'est un autre problème. Sauf que c'est le problème aussi, c'est que vous avez aujourd'hui énormément de sociétés qui ne veulent plus de salariés et qui embauchent les gens. Mais ils vendent pas des produits. La différence, c'est que il y a un double statut auto-entrepreneur. Soit vous vendez des services, et à ce moment-là, ça peut être un effet d'aubaine pour des entreprises de pouvoir payer les gens en auto-entrepreneur plutôt qu'en salaire. J'ai déjà d'ailleurs un truc au prud'homme là-dessus. Et puis vous avez parce que c'est dangereux. J'ai attaqué quelqu'un à cause de ça, mais voilà. Et il se trouve aussi que vous avez un autre statut de gens qui vendent des choses, des objets, par exemple. Des gens qui ont développé une petite boutique sur Etsy ou sur d'autres sites. Des artisans. Des artisans qui se lancent. C'est un statut qui ont une boutique. Exactement, qui ont une boutique où c'est une activité annexe. Et ils vendent pas des prestations, ils vendent des produits matériels. C'est un ballon d'essai. Voilà. Il se trouve qu'avant, ils avaient le droit à une franchise jusqu'à 85 000 euros. Voilà. Et quand la prestation de service était 35 000 euros avant de payer de la TVA. Maintenant, c'est 25 000 pour tout le monde. Donc, terminé moniteur. Et les gens vont arrêter. Mais évidemment, les gens vont arrêter. Personne ne voudra payer un produit que vous vendiez 1000. Ils vont vous dire, maintenant, je te l'achète 800 avec la TVA. Ils paieront pas. C'est une catastrophe pour les auto-entrepreneurs. Et ce sont des millions de gens. Et c'est une situation transitoire en attendant. 250 000 personnes qui seraient concernées. Mais il faut voir sur le statut d'auto-entrepreneur. Quand vous dites, c'est un statut de transition pour passer. Souvent, mais très souvent non. Regardez tous les VTC. Ils sont auto-entrepreneurs. Ils ont découvert au moment du Covid que s'ils s'arrêtaient, ils n'avaient pas la sécu. Ils cotisent très peu pour la retraite. Et donc c'est un statut qui est un peu piège parce qu'il est très simple à mettre en place. Et beaucoup de gens le font et s'inscrivent dans la durée là-dedans. Et au bout d'un certain temps, ils payent plus de charges. Et ils ont les rappels URSSAF en fin d'année. Et ça finit par être beaucoup moins rentable que ce que les gens pensaient quand ils rentrent dans ce statut. Et donc je pense que c'est un statut qu'il faudrait revoir parce que il a l'air facile, mais il est un peu piège parce que les gens se retrouvent, ils ne facturent pas en tenant compte des charges qu'ils vont payer, des rappels URSSAF qu'ils vont avoir, et à la fin, ce sont eux qui se retrouvent à payer. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais d'une situation intermédiaire, parce qu'effectivement, quand vous vous renseignez un peu sur le statut et quand vous vous habituez à fonctionner dans le statut d'auto-entrepreneur, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, et vous pouvez pas y rester ad vitam aeternam, parce que effectivement, ça finit par vous coûter plus cher que vous rapportez. Quand je parlais de rappels d'URSSAF, c'est des rappels d'URSSAF sur une année où mon entreprise n'existait plus. Donc, c'est-à-dire qu'ils j'ai fait 7 recommandés, ils ont toujours pas compris que le numéro de SIRET ne correspond plus à rien.
rien. Mais ils continuent à facturer alors que j'étais à jour quand j'ai arrêté mon auto-entreprise de mon URSSAF. Il y a 2,7 millions d'auto-entrepreneurs. Oui, mais ils ne vont pas tous être concernés. Ceux qui sont concernés, c'est 250 000. Non, c'est absurde de dire ça. Ils sont concernés aujourd'hui. Aujourd'hui, mais demain, oui. Oui, ça dépend d'activité. Ça dépend de l'activité. Il y a beaucoup de gens qui facturent. Si vous vendez des trucs à 1 euro, oui. Si vous vendez il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui restent en dessous du seuil précédent de 37 500 et qui vivaient comme ça. Ce sont des petits revenus. Quand on parle de l'ubérisation de la société, c'est aussi le statut d'auto-entrepreneur qui permet à des entreprises de faire travailler les gens en leur demandant de créer leur société. Vous les avez aussi pour ceux qui font de la prestation de service, pas ceux qui fabriquent. Et par exemple, quand vous avez des peintres qui sont utilisés par des entreprises qui font de la rénovation, par exemple, elles vont chercher des peintres, des maçons, qui eux sont en statut d'auto-entrepreneur. C'est pas de la prestation de service. Mais ça reste un statut d'auto-entrepreneur. C'est pas la prestation de service. J'ai un ami qui fait des meubles en bois. Et s'il n'avait pas eu ce statut de l'auto-entreprise, jamais il serait lancé. Il se serait jamais lancé. Et ce statut, il va le garder le temps de développer son chiffre d'affaires. Une fois qu'il aura atteint son chiffre d'affaires, il va passer en entreprise normale, d'artisan normal. Mais juste, c'est une prise de risque moindre quand on veut se lancer dans une activité où on ne sait pas si on va arriver à vendre, si on va arriver à être rentable, et supprimer ce statut. Qu'il faille le réformer, sans doute. Il y a sans doute des aménagements à envisager. Mais là, c'est juste le supprimer pour le supprimer. En fait. Alexandre Aspinall. On nous parle à longueur de journée de trancher dans les dépenses publiques. Oui. Voilà. On sait que c'est ce à quoi il faut s'attaquer en priorité. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? D'étrangler littéralement les auto-entrepreneurs et les petites entreprises. Enfin, mais pourquoi ? La question c'est pourquoi cette taxe-là ? Pourquoi Sans doute une idée de Bercy qui devait être dans les cartons depuis des années. Parce oui, que mais ça fait longtemps qu'ils essaient de s'attaquer au statut. Mais je disais ce matin que ça va occasionner évidemment des effets pervers qui vont être du travail au noir, qui vont être des fraudes où on va créer une deuxième entreprise au nom du conjoint. Enfin, il va y avoir tout un tas de combines qui font que on va contourner ce montant de 25 000 euros. Ça fait partie des fonds de tiroir qui ressortent quand on l'a vu pour le budget, on a gratté partout pour essayer de gagner un peu d'argent. L'argument, c'est de simplifier et en fait, ça repose le problème. Je ne sais pas comment ça. Et puis en plus, parce que s'il y a la TVA, les auto-entrepreneurs devraient pouvoir la retirer sur leurs investissements, sur leur matériel. Quand j'entends qu'il y a de la distorsion de concurrence, quand vous avez 26% d'URSSAF, je peux vous dire que si vous calculez, que vous prenez une machine à calculer, vous restez pas en auto-entreprise ad vitam aeternam, parce que honnêtement, c'est pas rentable rapidement. Donc voilà, mais c'est une idée de Bercy qui devait être traînée dans les cartons, qu'on a recyclé, comme bien souvent ça arrive dans les projets de loi de finances. Et surtout même pour ceux qui souhaiteraient garder ce statut par désir de liberté, de souplesse, de la gestion de leur temps et de leur organisation au quotidien, ça va leur bouffer du temps. Enfin, encore une fois, dès que vous rajoutez déclaration de TVA, gérer les papiers, ça n'a pas été bien déclaré, ils n'ont pas bien adapté. Enfin, qu'est-ce qui tue aussi les petites entreprises en règle générale, les petites entreprises, c'est l'incapacité, par exemple, de demander des fonds et des choses comme ça, parce qu'il faudrait quasiment un salarié de plus pour s'occuper de la paperasse. Et c'est pas possible. Ou quand vous demandez à des gens qui gagnent déjà pas grand-chose de faire appel éventuellement à un comptable ou un expert comptable parce qu'ils sont pas sûrs que leur déclaration est au carré. Encore une fois, je pense ils ont mal géré. Normalement, on fait des études d'impact quand on fait ce genre de truc. Typiquement, c'est ça. Pour faire face à l'administratif, moi, j'ai fini par passer par un cabinet d'expertise comptable parce que de toute façon, sinon vous êtes à peu près sûr de vous faire choper à un moment ou à un autre sur de la paperasse. Mais vous allez être obligé. Un auditeur me dit autre obligation, l'utilisation d'un logiciel comptable agréé. La base de 25 000 euros correspond à un salaire net de 1 500 euros. Et puis il nous dit également les charges URSSAF sont appelées indépendamment de l'activité, ce qui n'était pas le cas avant. Par contre, cela permet une couverture sociale. Bon, ça c'est dans les aménagements qu'il va y avoir. Mais et une fois de plus, on décourage ceux qui veulent travailler, qui veulent s'en sortir, qui ont envie d'entreprendre. C'est assez décourageant. Autre taxe qui est en train d'arriver sont les colis en provenance de Chine qui pourraient être taxés pour financer les douanes. Ce sont les colis qui arrivent de Chine, ce sont les Temu et autres Chine qui sont des entreprises qui proposent des produits à bas coût, très peu chers pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc là encore une fois, on va taxer les pauvres. Visiblement, encore une fois, le législateur
législateur est en retard parce que il se trouve que les Temu, etc., ont des plateformes en Europe avec des pays beaucoup plus compréhensifs. Et d'ailleurs, quand vous achetez sur Temu ou sur d'autres, sur AliExpress, etc., ils vous proposent de vous livrer depuis l'Europe. Non, mais qu'on fasse du protectionnisme. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà sur le sol européen, donc il n'y aura pas de taxes. Qu'on fasse du protectionnisme économique un peu intelligent en Europe, moi je suis pas forcément opposé. Enfin, honnêtement, et si ça peut favoriser les entreprises européennes, tant mieux. Mais effectivement, c'est déjà détourné puisque, comme vous le dites, les entrepôts ils sont déjà en Europe. Donc de toute façon, ces produits-là, on ne pourra pas les taxer. Là, c'est l'Europe. C'est pas une décision française. Oui, de toute façon, ça peut être que européen. Ça va être ils ont déjà des plateformes logistiques, c'est-à-dire que les produits sont déjà d'une manière ou d'une autre sur le territoire. C'est-à-dire ils ont déjà des plateformes. Donc tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les plateformes, et il y en a un paquet en Europe, celle-là, ça passera à travers le. Ça dépend de la législation. Ce qui est intéressant, ce serait intéressant parce qu'avec la Chine, on est dans un bras de fer commercial sur les droits de douane, notamment et concernant le cognac. Et donc ça pourrait être aussi un argument de négociation avec la Chine. Puisque vous pensez que l'Europe va défendre le cognac? On peut l'espérer, oui. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'ils vont plutôt négocier sur les BMW que sur le cognac. Mais c'est comme ça. C'est un petit truc qui me dit que c'est plutôt les Allemands qui vont gagner. On est aussi dans un contexte où l'Europe a intérêt à voir au-delà de chaque intérêt de chaque pays, face à ce qui se passe aussi avec les États-Unis, etc. Donc, je sais que Monsieur l'État propose qu'on se rapproche de la Chine. J'espère, mais je partage pas l'optimisme, hélas. Je pense qu'on n'est pas sorti de la naïveté libre-échangiste au niveau du Commission européenne. Monsieur l'État, célèbre européen, propose qu'on se rapproche de la Chine. Parce que Trump est vous voyez, comme on va peut-être s'arranger avec Temu et Shine et AliExpress. Mais ça signifie, alors effectivement, c'est pas le gouvernement français, mais ça signifie une taxe de plus pour des. Vous avez déjà acheté des trucs aux États-Unis ou pas sur Internet? Non. Alors là, je vais vous dire un truc, si vous achetez un produit aux États-Unis et que vous faites livrer en France, vous allez la sentir passer. Parce que là, vous renoncez tout de suite. Ah oui, alors oubliez tout de suite d'acheter un truc aux États-unis. Le faites pas. Ne faites pas ça chez vous. Prenez un professionnel. Vous ramassez terriblement en termes de taxes. Ouais, mais Stéphane nous dit, comme vous dites, il suffit de localiser uniquement la plateforme dans le cloud européen. C'est un jeu informatique et ce sera contourné. Évidemment, parce que c'est une décision européenne. De la Chine à la plateforme européenne, ce sera intra-entreprise, donc il n'y a pas de taxe qui peut s'appliquer. Et après, une fois que c'est arrivé sur le territoire européen, c'est commercialisé sans taxe. Voilà. Et un autre auditeur qui réagit sur ce qu'on disait précédemment, il nous dit: ma femme est coiffeuse à domicile, elle ne sait pas si elle va pouvoir continuer son activité. Bien sûr. Ce gouvernement me dégoûte, dit-il. Mais où Stéphane, votre femme, enfin Steph, j'imagine que c'est Stéphane, votre femme va faire du travail au noir. Il fallait un cadre. C'est-à-dire qu'elle va demander à être payée en liquide. Sur l'auto-entreprise, il fallait un cadre pour éviter justement la concurrence déloyale par rapport à des artisans. Mais là, tel qu'il était actuellement, honnêtement, il n'y avait plus de concurrence vraiment déloyale envers les artisans. Là, on supprime le statut et on va juste décourager l'esprit d'entreprise dans ce pays, mais à se demander si c'est pas ce qui est voulu. Au final. On marque une pause pour une page de pub et on se retrouve dans un tout petit instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, vous voulez rajouter quelque chose, Alexandra Spinner, sur Shein? Oui, non, juste, on sait bien que c'est quand même un emblème de toutes les dérives sociales, environnementales de la mode à petit prix, et je pense que quand même ça mérite qu'on se pose de vraies questions. Je crois qu'on a plus de 12 millions de colis chinois qui passent par les ports européens. Oui, il serait peut-être temps de se poser des questions. Évidemment qu'il faut se les poser, il faut trouver des réponses, mais il faut trouver des réponses qui fonctionnent, pas des trucs qui sont déjà contournés, quoi. On est d'accord. Demander à nos amis hollandais de réviser leur statut de leur port, de la manière dont ça rentre, le statut de leurs entreprises, le stade de Rotterdam, et puis voilà, nos amis hollandais sont un paradis fiscal et social au milieu de l'Europe quand même. Parce que Shein est quand même une des plateformes d'achat préférées des Français. Oui, c'est ça, c'est la plateforme préférée. On l'a évoqué ici avec les conseils demandés à plusieurs politiques français. La différence dont Christophe Castaner. La différence entre citoyens et consommateurs, elle s'applique pas que vis-à-vis de l'agriculture française. C'est en général, c'est-à-dire que le citoyen se désole de la fermeture de ses entreprises et de plus avoir de boulot, et le citoyen achète le moins cher possible, peu importe comment c'est fait, d'où ça vient, et si des enfants travaillent pour le faire.
Et j'ai eu une expérience juste personnelle. Ouais. Ma femme a grandi en Normandie et elle a retrouvé un stock de vêtements quand elle était petite. Et vivait dans une petite ville en Normandie qui s'appelle Douvres-la-Délivrande. On a regardé les vêtements et nos filles ont sauté dessus parce qu'elles trouvaient qu'elles voulaient s'habiller avec les vêtements de maman. Tout est made in France. Ouais. Ouais. Bah oui, on connaît ce qui est arrivé à l'industrie textile en France. Donc en 30 ans. Mais c'est combien d'usines qui ferment en France? Oui, mais ça veut dire il y a 30 ans, les petits prix, les vêtements pour les enfants, etc. C'était made in France. Même vous allez regarder sur de célèbres marques aujourd'hui bien plus chères que. Vous allez regarder, si vous regardez, c'est pas fabriqué en France. Hein. Non, on va pas citer parce que ce sont des belles marques françaises. Donc toujours la même dichotomie. Un ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, disait citoyen de bon matin, consommateur dans le quart d'heure, donc et avec une opposition totale entre les volontés du citoyen et les volontés du consommateur. Parce que le citoyen a des volontés idéologiques, philosophiques, et le consommateur a un porte-monnaie. On ne peut pas constamment reprocher aux gens de ne pas avoir assez d'argent à dépenser. Non, d'accord, c'est les deux, parce qu'à un moment ça vire à la schizophrénie quand même. Je ne doute pas que M. Castaner saura utilement conseiller Chine. Oui, absolument, avec son expérience en RSE. En poker. Voilà. Oui. Voilà. Non, mais juste, il y a une usine, je donnais un exemple qui va dans le sens de ce que vous dites. Il y a un abattoir de dinde dans un petit village du Cher qui va fermer à la fin du mois de mars. Il peut pas, les éleveurs de dinde, parce qu'ils se vendent moins de dinde. Les éleveurs de poulets ne peuvent pas on importe fournir. La moitié de notre volaille aujourd'hui. La moitié de la volaille qu'on consomme en France est importée parce qu'on a mis des normes sur nos producteurs et nos exploitations agricoles qui rendent ces exploitations absolument plus rentables du tout. Donc les gens arrêtent de produire mais par contre la consommation de volaille ne cesse d'augmenter, notamment les blancs de poulet, et on importe des blancs de poulet du Brésil notamment en quantité industrielle où il n'y a absolument aucune norme de bien-être animal, où il n'y a aucune norme dans les abattoirs, où les carcasses sont lavées à la javel parce qu'elles sont tellement sales quand elles arrivent que c'est le seul moyen de les rendre consommables. Voilà, mais le consommateur continue à acheter ses blancs de poulet, ses nuggets et bon appétit, et regarde pas d'où ça vient. Absolument. Le nouveau dirigeant syrien qui est invité en Chroniqueur France. Sur France 5. Ah non, c'est pas ça. C'est la présidence syrienne qui a annoncé que le président, par intérim, Ahmad al-Shareh, a reçu un appel d'Emmanuel Macron qui l'a félicité pour sa nomination. Donc c'est peut-être le protocole qui veut ça. Et il l'a également invité en France. Et Ahmad al-Shareh a remercié la France pour son soutien à la Syrie au cours des 14 dernières années. Évidemment, ça fait réagir. Oui, Arnaud, voilà. Oui. Voilà ma réaction. Non. Voilà à peu près. Non, mais oui, on peut faire de la diplomatie sur un coin de table. C'est merveilleux. Quels gens extraordinaires. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Emmanuel Macron a salué la transition. C'est Al-Qaïda. Oh. Oui. Non, alors il a fondé HTC, qui est donc un groupe de rebelles islamiques, dont je rappelle quand même que les assassins de Samuel Paty étaient en lien avec eux. Avec ces gens-là, je le rappelle simplement. Mais il est passé par toutes les organisations. Absolument. Et à chaque fois, il en est parti pour monter sa propre structure, sa propre boîte. Voilà. Un auto-entrepreneur de l'islamisme. En vérité, c'était pour obtenir le soutien des Américains, parce qu'il était soutenu par les Américains quand même. Donc, quel avenir à cette relation diplomatique avec quelqu'un qui est très tenu par les services américains, parce que c'est ça la réalité, et l'aide américaine est financière et matérielle, de quelqu'un qui a quitté Al-Qaïda par opportunisme, c'est-à-dire pour être propre à peu près par rapport aux Américains et ne pas tomber sous le régime des sanctions. Que la France ait des rapports avec tous les pays, fût-il des pays quand même dictatures islamistes comme semble le devenir la Syrie. Très bien. Mais cette espèce d'enthousiasme et de délire autour de la démocratie qui foisonne en Syrie, pardon. Je suis pas sûr que ce soit ce qui est dit. Je vous rappelle je repose la question, c'est pourquoi? Je pense pas que ce soit. Parce qu'on établit des relations diplomatiques avec tout le monde. La question, c'est un principe. On fait pas de diplomatie. Il
il a été là, il affiche autre chose. Modéré. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en dit et pourquoi faire. Donc là, ce qu'a dit la France, c'était qu'il souhaitait un processus de transition conforme aux aspirations du peuple syrien, la pleine intégration des Kurdes dans ce processus et la nécessaire poursuite de la lutte contre le terrorisme. Donc s'il nous aide là-dessus, je vois pas pourquoi on se priverait de lui parler. Et les statuts des chrétiens et des alaouites, on en parle ou pas? Mais on peut en parler, évidemment, il faut en parler. Après, il joue on l'accuse de jouer la dissimulation, et il y a des Syriens aussi qui ont envie d'y revenir, et notamment des femmes qui espèrent que ça peut changer. Donc il vaut mieux aider à aller dans ce sens-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les sanctions économiques. Il voudrait les faire lever. Donc il faut jouer là-dessus avec des contreparties. Mais peut-être qu'on peut obtenir des contreparties, notamment sur la condition des femmes dans ces pays-là. Si un salafiste, c'est Al-Qaïda, et on ne lui parle pas, on n'obtiendra rien. Si on entretient des contacts et qu'on peut exercer des échanges et des pressions, on peut obtenir des choses, y compris pour les Syriens. Je pense qu'il ne faut pas se bloquer d'entrée, et tout le monde est conscient de qui c'était. Modérer notre enthousiasme. Ah oui, non pas être enthousiaste, mais assez pragmatique. Marie-Ève Malouine, on fait pas de la diplomatie à coup de Rangers comme Trump semble vouloir le faire entre Israël et la Palestine. La diplomatie, effectivement, on parle à tous les pays, y compris des pays avec lesquels on ne partage rien avec les dirigeants des valeurs et de ce qu'ils défendent. Mais si on veut les faire évoluer, effectivement, c'est certainement pas les ostracisants. Mais on a entendu déjà et je pense pas que ce soit le discours du président de la République. On a entendu quand les talibans sont revenus en Afghanistan que les nouveaux étaient bien mieux que les anciens. On sait très bien ce que ça donne aujourd'hui. Et il faut des mesures de rétorsion quand effectivement les choses vont pas dans le bon sens. Mais comme on dit en marketing, laissons sa chance au produit. On verra bien s'il met ses actes ou s'il fait de la taquia, c'est-à-dire qu'il a un discours qui est pas du tout le fond de ce qu'il va faire, ou s'il va mettre en accord ses actes avec ses premières paroles et ses premiers discours. On verra bien. Mais dans un premier temps, c'est pas en le rejetant et en expliquant de toute façon on veut pas entendre parler de lui qu'on va le faire évoluer dans le bon sens. Au contraire, on va le pousser dans les bras des pires des Iraniens et des autres. On peut peut-être graduer, je vais envoyer un ambassadeur, un ministre, plutôt que de le recevoir à Paris. Cher ami, avec la première dame ou pas? Est-ce qu'elle va venir dans la tenue avec laquelle on l'a vu sur la photo officielle? C'est ça qui est intéressant. Mais Jean-Noël Barrot, avec son grillage et ses gants sur les mains. Jean-Noël Barrot est allé déjà en Syrie. À chaque fois que Jean-Noël Barrot se déplace quelque part, ça se passe pas forcément très bien. Le Tchad s'en souvient. On a reçu aussi Mohamed Ben Salman. J'ai été président du groupe d'amitié quand j'étais député avec l'Arabie Saoudite. C'est pas un exemple de démocratie et de bon traitement et de l'ensemble des populations. Exécutions par an en Arabie Saoudite. Mais si vous discutez pas avec ces gens-là, on ne dit pas qu'on ne doit pas discuter avec eux. Personne, non, mais on est tous d'accord ici pour dire qu'il faut discuter avec ces pays. Évidemment, pour obtenir des contreparties, pour essayer de... Pour discuter, il faut les recevoir, il faut y aller. Sinon, vous n'avez pas discuté par téléphone. Enfin, il y a une petite différence avec la monarchie Al-Saoud. C'est peut-être un peu précipité de les recevoir. Ça a toujours été comme ça, qu'ils ont été installés par les Alliés. Ils ont été installés par les Alliés après la Première Guerre mondiale. On va pas peut-être se plaindre du propre truc qu'on a créé. C'est un autre problème. Les Saouds, ils ont jamais bougé, ils ont toujours été comme ça. Et encore une fois, il faudrait remercier Laurence d'Arabie. Mais ça bouge. L'Arabie Saoudite, ça bouge quand même. Peter O'Toole n'y est pour rien, c'est juste. Pour y être allé récemment, ça bouge un peu dans le bon sens. Et justement, avec 360 exécutions capitales. Non, mais bien sûr. Année, non, mais je vais pas vous dire que c'est le paradis. C'est pas la Côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est pas ce que je vous dis, mais ça bouge et ça bouge parce qu'on reste ouvert avec eux et qu'on continue à discuter avec eux. Je préfère les Émirats Arabes Unis. Au moins, il n'y a pas de problème. Allez, on vient d'apprendre le décès de Paul Sulitzer, l'écrivain et homme d'affaires, est décédé à l'âge de 78 ans. Voilà. Peut-être dire que c'est le 82e jour de détention pour Boualem Sansal et qu'on pense à lui et qu'il faut qu'on se batte pour sa libération totalement arbitraire. Absolument, vous avez raison de le rappeler. Merci à vous, très bonne journée, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.